Euh, c'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette présentation sur les thèmes captivants de Insel Santé et Zonos. Aujourd'hui, euh, le professeur Dr Boulaboula Ali va nous plonger, nous explorer les liens cruciaux entre la santé humaine, animale et environnementale et comment il influence notre capacité à prévenir et contrôler les maladies zoonotiques. Euh, les maladies zoonotiques qui se transmettent entre les animaux et les humains représentant une préoccupation majeure pour la santé publique à l'échelle mondiale et pouvant avoir des conséquences, comme vous le savez, dévastatrices sur la santé des individus, sur aussi sur la stabilité des systèmes de santé ainsi que sur l'économie. Au cours de cette présentation, les professeurs de la Ali, ce qu'on a dit, va nous faire explorer les principaux concepts, notamment Excel Santé et son application dans la lutte contre les, les zoonoses. Il y aura donc des discussions sur les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment dans notre milieu. Il y aura donc des échanges. Après sa présentation, il y aura des séances de questions. Et s'il y a des apports par rapport aux actualités, ils sont donc les bienvenus et nous espérons que la présentation citera euh, l'intérêt de tout le monde et favorisera une discussion enrichissante sur ce sujet crucial. Et sans pour autant tarder, nous allons inviter les professeurs à nous plonger dans l'univers des Initial Santé et les zoonoses. Et avant cela, nous allons insister aussi sur les règles à ce qui concerne ces webinaires. Euh, la première des choses, c'est de ne pas laisser son micro ouvert lorsqu'on n'a pas la parole. Après, la présentation, les questions peuvent être posées pendant la présentation. Vous pouvez poser vos questions dans le chat des box des questions-réponses. Mais entre-temps, il faut peut-être lever après la présentation votre main pour poser la question et le modérateur vous accordera la parole. Sans pour autant tarder, nous invitons le professeur à partager son écran pour après partager son écran pour la présentation et nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une excellente séance. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour me passer la parole. En attendant de partager l'écran, je souhaite aussi à mon tour la bienvenue à tous les participants qui se sont connectés pour cette session, tout en les remerciant d'avoir consacré leur temps pour cette session.
S'il vous plaît, professeur, peut-être veuillez peut-être regarder sur votre écran et cliquer sur la présentation déjà en mode PowerPoint. Je pense que c'est plus facile peut-être. Euh, Est-ce que je peux Bonjour encore une fois. Nous avons un petit problème technique. Je vais demander à Pascal de, de balancer les diapositives et je vais commenter. Merci et toutes nos excuses pour l'incident. c'est bien noté, professeur? Merci. Est-ce que, docteur Bamuleke, est-ce que le fichier s'ouvre chez vous? Le fichier s'ouvre chez moi, mais je ne sais pas partager l'écran à partir en bas. Je vais tenter. OK. Je ne sais pas si c'est mon écran invisible là chez vous. Pas encore. Oui, on peut voir votre écran. Oui, je vois l'écran qui s'ouvre OK. Est-ce et que ça va comme ça? ça va comme ça. Merci. Bien. Voici le titre de la communication d'aujourd'hui, Une santé et les zoonoses. On peut avancer. Le plan comprend l'introduction, l'épidémie. Il faut peut-être inverser les définitions, épidémiologie. Nous allons vers la conclusion et ce qui est à retenir. La santé animale est un élément central aux interactions entre l'humain et son environnement. Alors, si nous regardons sur la vision anthropocentriste, l'humain utilise les ressources animales de différentes manières, comme source de nourriture, donc pour son alimentation. L'animal peut être considéré aussi comme un élément de production, donc ça peut rapporter de l'argent à investir pour tout autre but et des besoins humains.
Ça peut être aussi un outil de travail. L'animal est utilisé dans l'agriculture et les agronomes parmi nous peuvent illustrer à bon escient le travail de certains animaux dans les concessions agricoles. Et l'animal peut être aussi un lien social et affectif. Hein, on peut offrir une vache ou une chèvre à des occasions diverses dans la société et cela peut raffermir les contacts affectifs. Mais l'animal peut être aussi un animal de compagnie. Diapositive. Alors, dans l'approche écosystémique, l'humain et l'animal ont des interactions complexes au sein des environnements partagés. Ils peuvent être hôtes ou vecteurs des maladies, intrants ou extrants, ou bien-être. Les maladies des animaux d'élevage sont aussi responsables sur le plan économique d'une grande perte de production qui peut être estimée à 20% des pertes. Et cela peut impacter sévèrement les chaînes alimentaires et l'économie, ainsi que la santé humaine. Diapositive. Alors, les zoonoses constituent un problème de santé publique. Selon les auteurs, plus de 3/4 des maladies infectieuses émergentes chez l'homme proviennent des animaux et environ 2/3 des agents pathogènes humains ont une source ou un réservoir naturel animal, selon Taylor en 2001. Alors, Karesh et collaborateurs, dans un modèle mathématique, ils ont trouvé que 60% des maladies infectieuses humaines sont imputables à des agents pathogènes communs avec les animaux. Diapositive. Alors, l'Afrique est confrontée à un risque croissant d'épidémies dont des agents pathogènes sont zoonotiques. C'est le cas du virus de la variole du singe, pour ne citer que ce cas. Virus qui est apparu chez les animaux avant de changer d'espèce et d'infecter les humains. Diapositive, oui. Alors, toujours en Afrique, le nombre des épidémies zoonotiques a augmenté de 63% dans la région Afrique, de l'OMS, bien sûr, au cours de la décennie 2012 à 2022 par rapport à 2001 jusqu'à 2011. Alors, entre 2001 et 2022, il a été noté 1843 événements de santé publique qui ont été notés dans la région africaine de l'OMS. Et dans tous ces événements, 33% étaient des épidémies des zoonoses. On va même jusqu'à dire que 50% de cela
et survenait entre 2019 et 2020. Alors, One Health au Sud Kivu, c'est une réalité. Et il y a eu une enquête au niveau communautaire à Boussandoué. Boussandoué, c'est un village situé à la lisière du parc Kaouzi-Biega dans la province du Sud-Kivu. Et c'est un grand parc dont la surface est évaluée à 600 000 hectares, qui se trouve entre la province du Sud-Kivu, le Maniema et le Nord-Kivu. Alors, ce parc héberge des gorilles et toutes sortes d'animaux qui sont dans ce parc, créé vers les années 70, et on a fait sortir les populations qui étaient dans ce parc. Alors, ces populations ont été admises aux abords de ce parc. Alors, toutes les activités, quoique clandestines, se font dans le parc. Et cela entraîne la déforestation et cela fait chasser les animaux de leur environnement habituel, ce qui fait que le contact entre les habitants de ces villages environnants et riverains est vraiment un contact très rapproché et fréquent. Et cette enquête qui a été menée a donné le résultat suivant, que sur les 282 répondants, 60 à 80% ont reconnu qu'ils sont en contact quotidien avec les animaux. Et la plupart d'entre eux partagent même le toit avec leurs bêtes par manque d'espace. 2 personnes sur 3 ont reconnu consommer la viande d'un animal trouvé mort dans le parc, sans savoir de quoi il est mort. Eh bien, les gens apprécient cette viande et le consomment. Imaginez les conséquences si l'animal décédé était mort d'une maladie transmissible du fait de le toucher ou de le dépecer ou encore de le consommer. Diapositive. Quelques définitions. La zoonose est une maladie ou une infection naturellement transmissible des animaux vertébrés à l'homme. Alors, nous avons des vocables comme anthropozoonose, zooanthroponose et amphixénose. Selon la direction, c'est-à-dire le point de départ de l'homme vers les animaux ou des animaux vers l'homme ou de l'homme vers l'animal et de l'animal vers l'homme avec maintien de l'infection dans les 2 camps. Nous avons l'amphixénose, zooanthroponose, de l'animal infecté vers l'homme
et anthropo de l'homme vers l'animal. Diapositive. L'agent causal peut être une bactérie, un virus ou un parasite. Et la transmission peut être par contact direct avec l'animal infecté ou par l'intermédiaire d'un vecteur. Les zoonoses virales, les plus importantes, nous les citons ici. On n'a pas cité toutes les zoonoses. Il faut dire qu'on évalue à près de 400 le nombre de maladies zoonotiques. On ne peut pas toutes les citer. Nous commençons par les zoonoses virales. Les fièvres hémorragiques à virus Ebola et à virus de Marburg. Nos mémoires se rappellent encore des dégâts causés par ces fièvres hémorragiques. Nous avons aussi le syndrome pulmonaire à hantavirus, la rage et tant d'autres. Pour les zoonoses bactériennes, diapositive, nous pouvons citer le charbon, la brucellose, appelée aussi fièvre ondulante, la psittacose, l'ornithose, la fièvre Q. Il faut rappeler ici que Q, c'est Q en anglais, dans le mot question, la question. Parce que il fallait beaucoup d'années pour connaître l'agent causal qui est Coxiella burnetii. Nous pouvons citer aussi, parmi les zoonoses bactériennes, les plus importantes ou les plus fréquentes, la tularemie. Diapositive. Parmi les mesures pour la prévention, nous devons pratiquer la surveillance. Donc, les équipes chargées de la surveillance peuvent pratiquer la surveillance active ou la surveillance passive. Il est bon de rappeler que parmi les zoonoses, il y a des agents pathogènes responsables de ces zoonoses qui sont dans des réservoirs et chez le réservoir animal, l'animal qui héberge cet agent pathogène n'est pas malade. Il n'est pas malade et il peut transmettre. Dans ce cas, il faut une surveillance active. Il faut des laboratoires, des laboratoires d'un certain niveau pour rechercher ces agents pathogènes pour ne pas être surpris. La surveillance peut être passive dans les cas où on attend qu'il y ait, quand on voit le premier cas qui arrive chez un animal qui est réservoir, qui arrive
Et à ce moment-là, on peut faire la recherche. Diapositive. La prévention. Chez les animaux, il faut les vacciner. Il faut soigner les animaux malades. Il est bon aussi d'améliorer les conditions d'élevage. Pour éviter les contaminations à partir des animaux sauvages, il est recommandé de protéger les animaux de l'élevage contre les animaux sauvages qui peuvent leur transmettre leurs agents pathogènes avec des possibilités de construire soit des murs ou des barrières euh, pour éviter que ces animaux n'aillent divaguer dans la forêt où se trouvent ces animaux sauvages. Hein, empêcher de les amener dans des coins où ils partagent de l'eau avec ces animaux sauvages. Ça peut être le cas. Prévention chez l'homme. Ici, il faut conseiller la sensibilisation de la population sur le concept une santé. Sensibilisation aussi des professionnels dans l'élevage, l'agriculture et la pisciculture, mais c'est aussi mener une éducation sanitaire des localités, des villages, à tous les niveaux, parce que quoi qu'on ait lancé le concept une seule santé, cela ne dit pas il faut oublier les règles d'hygiène habituelles que tout individu peut pratiquer à son niveau ou au niveau de la famille ou de la collectivité. Il faut parler aussi de la vaccination qui peut prévenir certaines maladies qui disposent des vaccins utiles pour prévenir ces zoonoses. Il y a aussi le fond de tout, l'amélioration des conditions socio-économiques. Quand les conditions socio-économiques se détériorent, l'individu va aller dans la forêt, mener toutes ses activités là-bas, il va détruire l'écosystème, il va aussi pratiquer le braconnage parce qu'il doit manger de la viande, et c'est là aussi qu'il va rencontrer des animaux malades. Les animaux malades dans les élevages, en attrapant des maladies qui les déciment, cela amène des pertes économiques considérables et qui entraîne aussi des maladies auprès des éleveurs et la population aussi qui consomme cette viande contaminée. En conclusion, la collaboration étroite des spécialistes de santé humaine, de la santé animale et de l'environnement est un gage pour prévenir les épidémies causées par les zoonoses.
L'amélioration des conditions socio-économiques ne peut être que le moteur du développement. Qu'allons-nous retenir? Diapositive. Les interactions entre l'homme et les animaux sont la source des zoonoses. La détérioration des conditions socio-économiques dans nos milieux amplifie les interactions homme-animal et aussi la destruction des écosystèmes. L'éducation sanitaire demeure nécessaire pour la prévention. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation, votre brillante présentation. Et merci aussi à tous les collègues qui sont en ligne pour leur attention. Et sans pour autant tarder, nous demandons donc aux différents collègues qui sont en ligne de procéder. Donc, nous allons procéder à une séance d'échange, des questions, ou d'autres questions d'actualité, tout apport que vous pouvez apporter à cette présentation pour l'enrichir. Donc, vos questions sont donc les bienvenues. Dans le chat, il y a déjà quelques questions. Bon, il n'y a pas encore de questions. Ce sont des questions d'ordre technique. Sans pour autant tarder, je ne sais pas si les participants auront droit d'élever par rapport à la technicité qu'on a ici qui a été prévue ici. Je pense qu'ils auront peut-être droit d'élever la main ou de poser des questions dans la boîte de chat, des questions et réponses. Nous avons déjà deux mains levées. Nous avons Jean-Pierre Kazadi Kikoudi. Jean-Pierre Kazadi, vous pouvez poser votre question. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est Dr Jean-Pierre Kazadi Kikoudi depuis Kinshasa. Après avoir suivi avec attention le professeur, il me revient de relever une question par rapport à la par rapport à la prévention chez l'animal. Les points que le professeur venait de nous expliquer concernent la prévention pour les animaux domestiques d'une manière générale. Alors que nous savons que l'interaction entre l'homme et l'animal concerne plus les animaux sauvages. Maintenant, quelles sont les mesures spécifiques de prévention des zoonoses vis-à-vis des interactions entre l'homme et les animaux sauvages? Merci. Merci, docteur Jean-Pierre. Je n'ai pas bien suivi. Je trouve un peu ambigu la question parce que vous avez fait la remarque que la prévention concernait les animaux sauvages, je pense, si j'ai bien compris, et que ça ne concernait pas les domestiques, et puis vous revenez encore vers les... Est-ce que vous pouvez reprendre votre formulation? Bon. Merci encore une fois, cher professeur. La question est de savoir quelles sont les mesures de prévention spécifiques pour les interactions entre l'homme et les animaux sauvages. Pourquoi je lis ainsi? Parce que parmi les éléments donnés ici, la vaccination, soigner les animaux malades, améliorer les conditions
Peut-être que c'est une faute de ma part, mais c'est comme si ces mesures concernent les animaux domestiques, les animaux qui sont côte à côte avec l'homme de temps en temps. Dès lors que les interactions à problème sont les interactions entre l'homme et les animaux sauvages, c'est pour cela que je voulais savoir quelles sont les mesures spécifiques pour limiter et pour prévenir les zoonoses dans ce contexte. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. La plupart des vaccins intéressent les animaux d'élevage et les animaux domestiques. Les contacts avec les animaux sauvages peuvent se faire dans la mesure que l'individu va chasser, l'individu va cultiver et là, il rencontre un animal mort, il ne peut plus le vacciner. Un animal sauvage, par définition, il est sauvage, il est sévère et méchant. Il peut tuer même la personne qui veut lui faire du bien. Donc, les vaccins ici concernent les animaux qui sont infectés par les maladies qui peuvent être amenées soit par les hommes eux-mêmes qui vont dans la forêt ou les vecteurs. Parce que j'ai dit quelque part que la maladie peut être transmise par contact direct. Je n'ai pas mis beaucoup d'accent sur les aérosols, mais aussi par les vecteurs, qui peuvent être des tiques, des puces, ainsi de suite, des rongeurs qui vont se contaminer en forêt et qui entrent euh, dans nos maisons ou dans notre environnement. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je suis compris. Bien sûr, professeur. Merci. Ok, si la question a été bien répondue, je ne sais pas si il y a d'autres apports. Docteur Andy, il y a quelque chose à ajouter? Vous êtes un expert épidémiologiste, vous pouvez aussi peut-être ajouter quelque chose. Puis on attend d'abord répondre à la deuxième question. Puis vous allez interagir, réagir après. Ok, pas de problème. Dès que vous trouverez l'opportunité, je vais intervenir. Merci. D'accord. Sans pour autant tarder, nous passons à la deuxième main. Donc, Souad Yahoui, vous avez la parole. Ah oui, merci. Bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation qui est très pertinente. Vraiment, nous avons besoin, surtout One Health. Donc, je voudrais parler des maladies que en commun entre le Nord-Afrique, la Tunisie essentiellement, et l'Afrique. Je voudrais savoir, est-ce que on partage les mêmes choses ou pas? Pour nous, les zoonoses qui existent en Tunisie, c'est essentiellement la rage. Nous avons des cas de rage, malheureusement des cas de rage humain. Pour les maladies virales, nous avons la rage, nous avons West Nile, et pour les bactéries, nous avons la tuberculose bovin et la brucellose. Essentiellement, ce sont des maladies, et la leishmaniose, parasite, c'est un parasite, voilà. Est-ce que vous enregistrez en Afrique ou dans vos pays de l'Afrique des cas, donc vous partagez comme nous ces maladies ou non? Est-ce que vous aviez un protocole de prévention, essentiellement la vaccination, parce que nous avons, par exemple, pour la rage, nous avons un programme national pour la vaccination pour les cas mordus. Vaccination, on a des protocoles à faire selon les cas. Pour la tuberculose, la prévention, peut-être les cas contacts, surtout les tuberculoses pulmonaires. Pour les autres, non. Pour la brucellose, nous n'avons pas de prophylaxie, il y a un traitement. Et pour l'West Nile aussi, c'est une maladie virale, nous n'avons pas de. Est-ce que vous partagez la même chose ou pas? Merci, Dr. Swad.
La prépondérance de maladies ne peut pas être la même partout, c'est évident, en fonction de, des habitudes ou des vecteurs qui prédominent dans différentes régions de l'Afrique. Là où se pratique l'élevage, il y a des régions où il n'y a pas d'élevage. Il y a le petit bétail où il y a seulement des chèvres, là où il y a plus de vaches et des chèvres et des moutons. Les chiens, on les trouve partout. Et la rage dans mon pays, c'est beaucoup plus en saison sèche qu'on trouve beaucoup de cas de rage. La vaccination n'est pas toujours évidente partout. Il y a des années où on n'a pas de cas de rage, mais il y a aussi certaines années où on a on déplore même des morts à cause de ces morsures des chiens infectés de rage. J'aurais bien voulu qu'un vétérinaire, un agronome ou un vétérinaire puisse nous donner les détails sur les maladies bovines dans les élevages. Je ne suis pas très spécialisé dans ce qui arrive dans les élevages. Et voilà, donc les protocoles pratiqués par les vétérinaires, je ne les maîtrise pas beaucoup, mais ça existe pour ceux qui ont de grands élevages. D'accord, OK. merci. Il y a Pascal qui vient de dire qu'il n'a pas d'éléments à apporter comme agronome. Merci. Merci beaucoup. Docteur Andy, vous avez quelque chose à ajouter? Je vois votre main levée. Oui, merci docteur Amouleke et merci au professeur Ali pour la présentation. Je crois que dans l'ordre euh, des questions, la première question, le premier intervenant voulait savoir les mesures spécifiques pour prévenir les interactions. Je crois que on doit rappeler tout d'abord l'importance de la compréhension de la chaîne des transmissions ou la chaîne de l'infection. C'est alors à cet endroit qu'on pourra définir les mesures préventives. Euh, donc, si vous comprenez, ici, on est en train de discuter des zoonoses. Ces zoonoses vont impliquer des agents infectieux. Ces agents infectieux viennent d'un réservoir et ces réservoirs, ils ont des portes de sortie. Et ces portes de sortie, une fois que les germes ou le pathogène s'est libéré du réservoir, il faut un moyen de transmission, donc un mode de transmission. Et le professeur a mentionné le mode ici par contact direct. Il est donc important d'insister sur cela. En même temps, il y a aussi donc, des infections qui peuvent aboutir, du moins arriver par contact indirect. Je m'excuse. Ou alors, vous avez aussi des cas des vecteurs. Vous avez des maladies par ingestion des aliments contaminés ou encore dans des milieux où vous n'avez pas accès à une eau potable. Vous pouvez aussi attraper le germe par ces voies-là. Donc, le mode de transmission et puis la porte d'entrée chez un individu qui est susceptible, qui n'est pas immunisé, par exemple, peut attraper ce germe et développer l'infection. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, par rapport aux préventions, et lorsqu'on veut discuter l'approche une seule santé, il y a quand même des dimensions qu'il faut discuter. C'est notamment la communication, c'est notamment la coordination des activités, le renforcement de capacités, c'est-à-dire on va éduquer, former la population, le personnel soignant, la communauté en général, parce que c'est quand même pas rare dans les régions africaines de voir les gens qui Euh, vont
prendre des animaux morts, toucher les animaux morts, les dépiécer et s'en servir pour leur alimentation. Donc, il faut renforcer la capacité sur le plan des connaissances au niveau de la communauté, mais aussi sur le plan de prévention au niveau des agents de santé, au niveau du système de santé lui-même. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la collaboration entre les différents secteurs. C'est donc ici le secteur de la santé humaine, le secteur de la santé animale et pourquoi pas les autres qui sont dans les autres écosystèmes. C'est notamment ici faune et flore, tous ceux qui sont dans l'agronomie, etc., pour qu'il y ait une compréhension commune des dangers, des risques et des interventions pour réduire les risques. Euh, L'autre élément, c'est par rapport au docteur, je crois, euh, Souad, pardon, la question par rapport aux zoonoses qu'on trouve en région africaine. Bien, la réponse du prof est tout à fait pertinente. Et je voudrais ramener peut-être encore une liste des zoonoses les plus fréquemment retrouvées en zone africaine ou subsaharienne. Et là, ça va inclure euh, les, les, euh, les maladies les plus dangereuses, par exemple, comme Ebola, hein, comme la fièvre hémorragique à Marbourg. Vous avez aussi la leptospirose, vous avez la rage, vous avez rickettsiose, vous avez aussi la fièvre du Rift Valley, vous avez la variole du singe, même au moment où nous parlons, il est en train de sévir en plusieurs régions, notamment en RDC, bien qu'endémique, mais il y a maintenant des épidémies dans des zones où on n'a jamais enregistré euh, la variole de singe et actuellement, il est en train de sévir. Et vous avez, si je pense que je n'ai pas encore mentionné, la fièvre Q, comme le prof l'a présenté. Donc, cette liste reprend les zoonoses les plus fréquemment rencontrées en zone africaine subsaharienne et vous avez une très belle méta-analyse là-dessus qui a été publiée l'an dernier et ça peut donner encore des détails euh, plus précis en termes de la magnitude et aussi de la fatalité ou du taux de létalité de ces zoonoses. Donc, je vais poster le lien et l'article peut être lu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Randy, pour votre intervention. Docteur Swat, vous avez quelque chose à ajouter? Tout juste, je voudrais savoir, est-ce que il existe des protocoles de vaccination nationale, surtout pour la rage pour les cas humains et pour la rage pour les animaux, parce qu'on fait des campagnes de vaccination pour les mammifères, surtout pour les chiens. Et pour la brucellose aussi, on vaccine les animaux. Malheureusement, il n'y a pas de vaccination pour les cas humains, mais pour la brucellose, on vaccine les animaux. Et est-ce que vous aviez ces protocoles ou non en Afrique? Et les protocoles pour la rage humaine existent. Et, et il faut dire la difficulté pour ceux qui sont dans les chefs-lieux de province peuvent bénéficier de ces vaccinations en cas de morsure de chien, mais en campagne dans les provinces qui sont éloignées de la capitale ou des chefs-lieux de province, souvent c'est difficile de trouver le vaccin et pour que les victimes de ces morsures puissent en bénéficier. Ça, c'est du vécu. Et merci. Et pour les animaux, est-ce que vous vaccinez les animaux contre la rage ou non? Il n'y a pas de Oui, vaccination. quand il y a le vaccin, on vaccine les chiens contre la rage et c'est un phénomène qui est fréquent ou la pratique est fréquente dans les chefs-lieux de province.
souvent dans les villes qui sont éloignées des chefs-lieux de province, il y a beaucoup de problèmes pour trouver ces vaccins. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Nous allons procéder donc à à une autre collègue qui veut. Le docteur Valérie, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, et merci à tout un chacun, surtout pour ce sujet intéressant. Je l'ai pris pratiquement à la fin, mais ce que je voulais mentionner, c'est que euh, le professeur Andy souligne, et le professeur Boulabla aussi, les aspects communicationnels qui sont très importants. De façon pratique, euh, en fonction de cette répartition, de cette épidémiologie que nous avons de ces différentes maladies, les populations devraient, devraient absolument être informées et que cette communication, parce que nous savons bien que du fait de l'avancée de l'homme davantage en profondeur des forêts, cela entraîne une, euh, un contact qui n'était pas là avant, un contact maintenant plus facile parce que la population a ses difficultés pour se nourrir, a des difficultés pour avoir les moyens pour pouvoir avoir le feu, particulièrement l'accès à l'électricité, l'accès à toutes les autres. Alors, on va aller chercher du bois. Donc, il y a des aspects en dehors de cette information d'éducation. Lorsqu'on essaye de donner un accès facile aux moyens de vie, aux moyens de vivre à cette population, de moins en moins, elle ira rentrer dans la forêt profonde pour aller se procurer ce dont elle a besoin, notamment nourriture, notamment charbon de bois, ainsi de suite, ou du bois, pour pouvoir essayer de pouvoir euh, accomplir ou bien satisfaire aux besoins fondamentaux de chaque jour ici. Cela permet de pouvoir, en ce moment-là, aussi de pouvoir se protéger. Mais allons un peu plus loin parce qu'on a les aspects professionnels qui sont liés à la prévention. C'est que nous avons les gardes des forêts, nous avons les gardes des réserves animalières qui sont exposés aussi facilement. Ça fait que pour ce qui est de ces professions-là, il existe des programmes où ceux qui travaillent là-bas sont vaccinés en fonction de cela. Je peux donner l'exemple où en Irak, où la vaccination contre la rage est très systématique parce que par rapport à la répartition de la rage, il est connu que la rage est très facilement, je ne dirais pas accessible, mais elle est très fréquente au niveau de l'Irak particulièrement. Ça fait que la population, les professionnels de santé dans les grandes villes, dans les milieux ruraux, il y a des campagnes qui se font régulièrement de cette façon. Et pour rajouter en République démocratique du Congo, effectivement, comme le professeur Boulaboula l'a dit, les vétérinaires, il y a des campagnes de vaccination au niveau des villes, mais nous avons ces difficultés de disponibilité des produits de façon régulière. Que de cette façon-là, seulement quand on a les morsures que l'on peut facilement recevoir les sérums, ainsi de suite, pour essayer de pouvoir faire le soin afin de pouvoir prévenir ce genre de choses. C'est des éléments très importants que, du point de vue des professionnels de santé, ici, j'aimerais mettre un accent particulier sur les professionnels de santé. Que dans certains pays, notamment en Irak, il existe une série de vaccins que les professionnels de santé doivent recevoir obligatoirement quand ils sont mis en service. Donc, vous êtes nouveau dans l'induction, dans la mise en service, le professionnel de santé est soumis à une vaccination obligatoire pour telle maladie. Alors que dans beaucoup de pays, cela n'arrive pas. Donc, revenant sur ces aspects des zoonoses, sachant bien que nous entrons aussi en contact avec certains patients, nous avons certains risques, il est aussi important que les professionnels de santé soient soumis à un programme qui leur permettrait de pouvoir être protégés. C'est peut-être un appel, un plaidoyer au bénéfice des professionnels de santé que nous sommes en dehors de la population en général parce que nous sommes exposés aussi particulièrement dans la prise en charge de ces patients. En premier, quand Ebola arrive, eh bien, c'est les professionnels de santé qui sont les premiers à être pris. Cela peut être une facilité pour nous d'être protégés. Hier, pour conclure, nous avons suivi un webinaire au niveau de l'OMS où le plaidoyer aujourd'hui est à essayer d'étendre la vaccination contre Ebola
à tous les professionnels de santé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je peux m'arrêter par ici et dire merci encore une fois pour cette présentation aussi importante. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour cette intervention très capitale. Euh, Mathias, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur, de m'accorder la parole. Merci beaucoup, professeur Ali, pour votre intervention, votre présentation qui est aussi très, très intéressante à suivre aussi. Je vais partir d'une observation. J'étais à Addis Abeba, je vis beaucoup de chiens contrôlés qui circulent dans la ville, mais aussi à Kampala où j'ai l'habitude d'y être. Il y en a aussi autant, trop de chiens incontrôlés dans toutes les rues. Mais à Kampala, il arrive un moment quand il y a les cas de morsure, on ne sait pas vacciner tous les chiens qui sont dans la ville. Alors, le service vétérinaire de la mairie, qu'est-ce qu'il fait? Il empoisonne les chiens pendant la nuit. On met des poisons dans des nourritures, dans des poubelles, par-ci, par-là, pour essayer d'éliminer le nombre de chiens tellement que les chiens sont incontrôlés. Et on se réveillera le matin, c'est presque une habitude, une fois par an ou deux fois, on trouve qu'il y a beaucoup de chiens qui sont morts parce que le service de vétérinaire était passé et a empoisonné les chiens pour essayer d'éliminer le nombre de chiens. Je me pose la question, comme je vous pose aussi la question à ceux qui peuvent avoir une idée, est-ce que cela, c'est une bonne stratégie pour essayer de réduire, n'est-ce pas, les morsures des chiens et la propagation de la rage dans des grandes villes comme Kampala, comme Addis Abeba, là où j'étais de passage. Voilà un peu ce que je voudrais demander. Mais aussi, cette pratique aussi n'honore pas la PCI. Parce que quand il y a des chiens qui meurent par-ci, par-là, le lendemain ou deux jours après, il y a le véhicule qui circule pour en train de ramasser les cadavres des chiens. Mais il y a aussi d'autres chiens qui pourrissent. Et cela, n'est-ce pas, affecte et devient même un problème de la santé publique. Voilà. Donc, ma question à moi, est-ce que c'est une bonne stratégie pour essayer de réduire, n'est-ce pas, les cas de rage dans des grandes villes telles que je venais de vous le dire? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question ouverte. Pour ceux qui ont des réponses ou des avis ou apports quelque part, ils peuvent intervenir. Mais tout en respectant les règles, il faut lever la main et puis on vous accorde la parole. Professeur Ali, vous avez la parole. Merci. Au fait, c'est quand même étrange ce que le collègue Mathias vient de dire. Empoisonner les chiens, c'est bien, mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que si tous les cadavres des chiens ne sont pas aussi ramassés de la même manière qu'on les a tués, cela doit avoir des conséquences sur la population parce que ces cadavres pourrissent, personne ne s'en occupe. Le poison qui l'a tué va aller quelque part au contact des mouches qui vont se déposer dans les ustensiles que nous utilisons pour manger ou pour boire. Donc, sur le point santé publique, ce n'est pas une bonne approche. Ce serait une bonne approche si on élimine les chiens, mais on s'assure aussi de les ramasser dans l'entièreté. Voilà un point de vue que je peux émettre. Bon, j'ai vu une fois, je ne sais plus où la police, je pense que c'était à Bukavu, s'était introduite même à l'hôpital pour tirer sur les chiens errants
qui étaient tout autour de l'hôpital et qui dérangeaient. Ben, là aussi, il fallait être un bon tireur pour attraper le chien, pour le tuer, mais je vous assure, les trois quarts a fui parce qu'ils n'ont pas réussi à tout abattre. Donc, c'est une méthode comme une autre. Là, on utilise le poison. Et cette fois-là, moi, j'ai vu que c'était des cartouches, mais le résultat est, n'est pas toujours rassuré. Voilà un peu ma réaction. Merci beaucoup. Euh, Docteur Valérie, c'est une ancienne mère ou bien c'est une nouvelle? Non, non, c'est une nouvelle. Je l'ai remontée pour donner les cas spécifiques de la ville de Lubumbashi. Nous sommes en République démocratique du Congo. Il existe un service, il existait et il existe encore, j'espère que la pratique est encore de mise, c'est que lorsque on entend qu'il y a un aspect de rage dans la ville, les services de quarantaine et les services d'hygiène lancent les annonceurs et les relais communautaires pour dire à la population, tirez attention, il y a la rage quelque part. On ne veut plus voir, parce que tout chien errant a un propriétaire, hein? Tout chien errant dans une communauté a un propriétaire. Un, c'est que quand un chien est attrapé et que son propriétaire est identifié, ce propriétaire va pouvoir être sanctionné, va payer une amende. Déjà, on dissuade la population à pouvoir relâcher son chien. Donc, celui qui est propriétaire d'un chien va pouvoir l'attacher quelque part. Un moyen de prévention très fort parce que tout le monde craint de pouvoir dépenser de l'argent. Si votre chien mord un passant, vous aurez des problèmes. Et très particulièrement, j'aimerais rajouter, en Afrique du Sud, c'est une règle. Si votre chien mordait quelqu'un, eh bien, vous aurez des problèmes avec la police. Donc, même quand vous allez visiter quelqu'un à la maison, vous devez faire un effort de façon à ce que votre chien ne puisse pas agresser quelqu'un, parce que même griffer quelqu'un. Donc, c'est des aspects très importants qu'il faudrait que la population puisse intégrer et cela dissuade la population. Tout chien errant qui est attrapé en cours de route, le service de quarantaine et la police vont pouvoir le ramasser et le propriétaire ne pourrait le réclamer qu'après une amende. Donc, on ne va pas tuer le chien, on va le prendre et le conduire à un endroit où il va être isolé. Et pour d'autres, des tests de rage sont faits, des vaccinations sont faites, mais généralement, quand le propriétaire est identifié, il en paye les frais. Ça veut dire, ce qu'on a fait sur le chien, il va pouvoir payer les frais pour cela. Donc, il y a une règle au niveau de la ville, on ne veut pas de chien errant. Tout chien errant est ramassé. Il existe un service, et particulièrement ici, j'aimerais souligner des aspects qui sont dans les grandes villes. À Cape Town, par exemple, quand on rencontre des pigeons qui sont abandonnés, des chiens qui sont abandonnés, des chats qui sont errants, il existe un service WhatsApp dans les groupes, dans les communes où les uns et les autres résident, il existe des numéros de contact où les services animaliers vont pouvoir être contactés et signalés. Il y a des personnes qui aiment aussi les animaux. Et en ce moment-là, ils vont se charger de pouvoir prendre ces animaux, aller les nourrir, ainsi de suite. Alors, nous sommes un peu à un stade un peu plus avancé de ce genre de prise en charge des animaux et cela permet de pouvoir aussi limiter un certain nombre de risques qui sont liés donc à ces animaux, notamment pour les maladies et les morsures qui peuvent arriver. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour votre intervention. Docteur Swat, quelque chose à ajouter? Ah oui, concernant donc le protocole pour donc prévenir les cas de rage, chez nous, donc, on a un protocole à à moyen terme et à court terme. À court terme, c'est l'abattage avec du cartouche. Donc, l'autorité donc, organise des campagnes donc, avec la municipalité pour faire des campagnes bien organisées parce que le ramassage se fait au moment de... Donc, il laisse pas le chien donc, par terre, donc il le ramasse donc aussi une autre moyen de lutte à moyen terme, c'est la stérilisation. Donc, il attrape les chiens et ils font une stérilisation pour qu'il n'y a plus
production, donc, de production de chiens, mais c'est un moyen à moyen terme. Il ne donne pas rapidement des résultats. Il faut attendre dans 1 ou 2 ans pour avoir des résultats. Voilà. Mais nous avons des problèmes avec les associations donc, pour les animaux, surtout pour l'abattage, ils sont contre et donc ils portent des plaintes. Donc ils font même des manifestations pour donc empêcher l'abattage des chiens. Voilà. Oui, OK. oui. Merci beaucoup. Le prof Blaboula, il y a une intervention? Eh bien, Vous avez la... je voulais tout simplement dire, heureusement que Dr. Swad a ajouté qu'il y a des réactions des associations de protection des animaux. C'est ce que je voulais ajouter, mais elle l'a dit, donc ce n'est plus nécessaire que j'ajoute. Merci beaucoup. Euh, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, nous demandons d'abord aux participants de pouvoir donc, donner leur feedback. Il y a un lien qui a été donné dans le chat de discussion pour évaluer la séance d'aujourd'hui, nous permettre d'améliorer dans le futur. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Et je vois Docteur Swad, il y a une main. Je ne sais pas si c'est une ancienne main ou bien c'est une nouvelle. Non, non, c'est l'ancienne main. Ah, d'accord, merci beaucoup. Euh, Nous allons peut-être faire une petite récapitulation pour notre séance d'aujourd'hui. En quelques mots, voir ce qui a été dit. Euh, donc, Incel Santé et Zonos. Ce qu'on a retenu, ce qui a été dit, c'était que l'approche donc, de santé promeut la collaboration entre donc, les professionnels de santé humaine, animale et environnementale, et c'est là pour prévenir et contrôler donc, les maladies zoonotiques. Les maladies zoonotiques étant donc des maladies qui sont transmises entre les animaux et les humains causées par des agents pathogènes divers, les virus, les bactéries ou les parasites. Et en adoptant donc cette approche, une seule santé, les professionnels de la santé peuvent donc améliorer la surveillance des maladies, partager des ressources et mettre en place des mesures de prévention et de contrôle plus efficaces. Et nous avons retenu aussi que cette approche reconnaît que la santé des animaux est étroitement liée à la santé humaine et que certaines maladies zoonotiques peuvent entraîner des épidémies graves qui ont des répercussions sur les systèmes de santé et les économies. Et qu'en promouvant des bonnes pratiques d'hygiène, la vaccination des animaux et la sensibilisation du public, cette approche contribue donc à réduire les risques de propagation des maladies zoonotiques et donc en renforçant notre capacité de détecter, de prévenir, de contrôler donc les zoonoses. Cette approche améliore donc la santé globale des humains, des animaux et l'écosystème dans son ensemble. C'est ce qu'on a retenu comme petit résumé donc, de la présentation donc, d'aujourd'hui. Euh, nous remercions donc tous les participants donc, à ce webinaire et je vais donc passer donc, la parole au cher, donc au professeur Boulaboula peut-être pour placer une annonce pour les futures séances. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole et surtout le travail que vous avez abattu pour diriger cette session. Je remercie tous les participants pour leur attention, mais je voudrais encore réitérer la demande de tous les jours, que on peut amener aussi des amis à cette plateforme, à nos communications, pour que d'autres soient informés comme nous, et cela va promouvoir l'état de santé de nos populations. La semaine prochaine, sur le même thème, une santé, nous allons inviter un spécialiste pour nous parler de la résistance aux antimicrobiens. Parce que dans le thème Une santé, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens est, est aussi alignée comme programme.
Voilà ce qui sera communiqué la semaine prochaine, le vendredi à la même heure. Et vous êtes les bienvenus. Il y a Pascal qui voudrait dire un mot là-dessus. Pascal, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, professeur. Et merci pour cette présentation. Toutes mes félicitations. Alors, ce que je voulais seulement ajouter, c'est demander à tous les participants de prendre un peu de leur temps pour compléter les formulaires de feedback. Cela va aider l'équipe de l'ECPCI et de ECHO d'améliorer les prochaines sessions. Alors, je vais laisser le plateau pendant 10 minutes pour permettre à tout le monde de cliquer sur le lien là-bas, sur le lien echo.org feedback. Et dès que tout le monde aura fini de compléter les formulaires, nous allons mettre fin à la session. Merci, nous vous prions vraiment de compléter les formulaires. Merci à tous.